Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le 30 juillet. Le Maroc et les Marocains célèbrent la 22e fête du trône sous le règne de Sa Majesté le roi Mohamed VI. 2 décennies de règne marquées par l'effort inlassable et la quête permanente de solutions durables et d'orientations qui visent à immuniser le royaume contre les risques et les effets des crises mondiales et surtout assurer une souveraineté à plusieurs dimensions. Avec beaucoup de pragmatisme, on peut dire qu'aujourd'hui, le Maroc a prouvé sa force et sa capacité à faire face à la pandémie du coronavirus. Visionnaire et précurseur, il y a 2 ans, jour pour jour, soit avant l'avènement de la pandémie, le souverain prononçait un discours avec un constat mitigé, voire empreint de frustration quant au modèle de développement. En dépit des avancées réalisées, donnant au pays un nouveau visage, Sa Majesté le roi Mohamed VI s'était alors prononcé avec ces mots. Nous savons que les infrastructures et les réformes institutionnelles importantes, si importantes soient-elles, ne sont pas suffisantes. Le souverain a ensuite appelé de ses vœux que la rénovation du chemin de développement national ne soit pas une fin en soi, mais préalable à l'émergence d'une étape nouvelle dont les maîtres mots sont responsabilité et essor. Nous voici en 2021. Le nouveau modèle de développement a été présenté devant le chef de l'État le 25 mai dernier. Le chantier de généralisation de la couverture sociale enclenché et un plan de relance économique applaudi ici et ailleurs. Dans notre émission spéciale aujourd'hui, les enjeux de consolidation des acquis et les perspectives d'avenir en compagnie de nos invités ce soir. Bonsoir Kalima Mkika. Bonsoir Khadija Hassan. Vous êtes membre du bureau du Conseil économique, social et environnemental, représentant de la catégorie des organisations et associations œuvrant dans les domaines de l'économie sociale et de l'activité associative. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci beaucoup. En face, j'ai le plaisir d'accueillir Abdelmalek Alaoui. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc président de l'Institut marocain d'intelligence stratégique, auteur de l'ouvrage qui paraîtra bientôt aux éditions La Croisée des Chemins, Le temps du Maroc 2020-2021, résilience et émergence du royaume chérifien. Vous avez écrit ce livre au jour le jour pendant que le royaume chérifien et son souverain, et je cite vos mots, Abdelmalek Alaoui, son souverain Mohamed VI mettait en œuvre un ensemble de mesures décisives pour le pays. Vous avez voulu mener en parallèle d'un récit documenté de la riposte contre le virus des plongées dans le Maroc politique et économique et contemporain. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en votre compagnie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et j'ai également le plaisir d'accueillir sur ce plateau de cette émission spéciale professeur Mohamed Raj. Bonsoir professeur. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Je rappelle que vous êtes économiste et ancien président de l'université Hassan Ier de Stade. Merci encore une fois d'être avec nous. Et ma première question vous est destinée, professeur Raj. Des plans sectoriels prioritaires et visionnaires. Comment ces plans ont-ils permis d'immuniser le royaume face au Covid-19 ? Oui, ces plans sectoriels ont permis à l'État marocain et à la société marocaine de faire face et de faire état d'une véritable résilience concernant les conséquences de la pandémie coronavirus. Donc, par voie de conséquence, ces plans sectoriels qui ont été déjà mis au début du règne de Sa Majesté ont très bien fonctionné. On n'est pas là pour les évaluer, mais ils ne demeurent pas moins en l'absence d'une planification qui a été abandonnée en cours de route. Ces plans ont très bien fonctionné, plus particulièrement au niveau de l'agriculture, au niveau de certains métiers du Maroc sur le plan international. Donc, les entreprises ont fonctionné, même si elles ont fermé momentanément au moment de la crise, parce que la demande extérieure ne s'est pas manifestée du fait de la crise au niveau des pays européens. Mais avec la reprise économique qu'on a constatée depuis quelques mois, les entreprises industrielles ont commencé à répondre aux besoins et aux commandes, mais en même temps, ces entreprises ont pu produire des marchandises pour satisfaire, cette fois-ci, la demande manifestée à l'intérieur du Maroc. Donc, les plans sectoriels, à côté bien sûr de certains grands plans et les grands chantiers de Sa Majesté, ces plans sectoriels ont donné des résultats et ont permis au Maroc d'avancer. Je pense que ces plans, on peut dire, globalement, étaient positifs. Kalima Mkika, peut-être sur le volet social par rapport à ces plans sectoriels et notamment par rapport à la crise que nous sommes en train de traverser.
D'abord, quand il y a une crise, le premier secteur qui est impacté, c'est le social. Absolument. Et cette pandémie nous a mis à égalité avec le reste du monde. C'est-à-dire nous avons tous été pris de court. Et le Maroc, bien qu'on ne s'attendait pas à ce qu'on s'en sorte de cette manière-là, a été un bon élève. D'abord, la réponse tout de suite de Sa Majesté sur la protection sociale, pour la généralisation de la protection sociale pour tous. Deuxième chose, au niveau de l'accès aux soins, c'est-à-dire nous avons été agréablement surpris aussi par la qualité de la prise en charge par rapport aux personnes atteintes de Covid. Il y a aussi, par contre, là où on a senti un vrai malaise, c'est par rapport aux enfants et aux personnes vulnérables. C'est-à-dire, on n'était pas... Parce que au Maroc, nous sommes le bon élève pour tout ce qui est construction, équipement, tout ce qui est infrastructure. Malheureusement, il nous manque cet élément humain. Et cet élément humain, c'est lui où on en a pâti. Et au niveau social, aujourd'hui, si on doit vraiment aller à l'avant, il faut que le capital humain soit une priorité de toutes nos politiques publiques. D'ailleurs, sur les 4 axes que le Maroc a choisis, il y a aussi la gouvernance qui aujourd'hui fait un peu défaut. Mais je dirais la gouvernance économique et la gouvernance sociale. C'est les deux. Donc aujourd'hui, et il y a aussi en matière de suivi, évaluation, c'est le parent pauvre de nos politiques publiques. Et il y a aussi, il faudrait, si on doit aujourd'hui faire quelque chose de plus et de vraiment qui pourrait qu'on passe de l'autre côté, c'est par rapport à la gestion axée sur les résultats et que chaque politique publique pensée, on devrait penser aujourd'hui, et d'ailleurs je suis contente aujourd'hui, je suis entre un fiscaliste et un économiste, Malek pourra mieux chiffrer quel est le coût de cette pandémie, combien le Maroc a injecté, quels ont été les résultats qu'on a... Vous posez les questions, Kalima Mkika, mais j'en ai une autre pour Abdelmalek Alaoui. Toujours par rapport à cette question des plans sectoriels visionnaires, hein, on peut le dire. Je vais vous citer par rapport à cet ouvrage le temps du Maroc, résilience et émergence. D'ailleurs, le mot résilience, on ne peut pas, n'est-ce pas, parler de Covid-19 sans parler de ce concept de résilience. Et je vous cite, d'ailleurs, sur le plan international, le Maroc a prouvé qu'il n'était ni une nation de seconde division, ni un émergent africain, juste utile aux grandes puissances pour les approvisionner en biens marchands. Alors, fin de citation. 2021, Abdelmalek Alaoui, année de la souveraineté par excellence. Année en tout cas de la transformation, parce que l'une des caractéristiques et des singularités du Maroc, qui est un État-nation millénaire, ombrageux, un pays qui a des caractéristiques très particulières, mis à part la courte parenthèse du protectorat, c'est un pays qui a toujours été protégé des agressions extérieures. 2020-2021 ont vraiment été le moment où le Maroc a hissé son niveau de jeu. Parce que le chef de l'État avait déjà fait le constat en 2018 des limites de ce modèle de développement basé sur une croissance portée par les infrastructures et l'investissement public, mais qui a accru les inégalités. Le Maroc, effectivement, a gagné un combat très important qu'il a positionné sur le radar mondial, qui est celui de la construction des infrastructures physiques. Ça a permis d'avoir un taux de croissance entre 4,5% et 5%, là où il nous aurait peut-être fallu 6% afin de pouvoir éradiquer complètement la grande pauvreté et puis générer cette fameuse classe moyenne qui nous permettait d'atteindre tous les possibles en termes d'ambition et en termes de répartition. Cette croissance à marche forcée vers le progrès a créé des distorsions et le chef de l'État était le premier à en faire le constat et à demander à ce qu'on combine désormais le cœur et la raison. La raison économique ne doit pas nous faire oublier tous les éléments sociaux qui sont très importants pour la construction d'une nation. Donc 2020, j'ai choisi comme sous-titre de cet ouvrage que j'ai appelé « Le temps du Maroc ». Je l'ai appelé d'abord « Le temps du Maroc » parce que le Maroc est en train de devenir une puissance régionale de premier plan. C'est devenu clair sur le plan diplomatique, sur le plan économique. On reste un pays modeste en termes démographiques et en termes de PIB, mais en termes à la fois de rayonnement, de puissance, d'installation, de force. Le Maroc est en train de devenir un acteur très important sur le plan régional. Mais effectivement, résilience,
Nous savions déjà que le Maroc était résilient. C'est une de ses caractéristiques. Il a été résilient au printemps arabe, il a été résilient à beaucoup de crises au cours des 40 ou 50 dernières années. Émergence, c'est la nouvelle donne qui est sur la table. Et qui est orientée vers l'avenir. Je veux revenir sur ce point important qui a été soulevé par Karima Mkika par rapport au développement humain. Vous avez parlé justement de cette question de développement humain, c'est un peu là où le bas blesse, mais c'est en même temps au cœur de cette vision royale depuis 1999. Qu'appelle-t-on valorisation du capital humain, professeur Raj, et quels sont les exemples concrets ces 22 dernières années qui ressortent de la mise en avant de cette inclusivité du développement, si on peut l'appeler ainsi? Oui, le développement du capital humain nécessite au préalable une formation, et une formation de qualité, pas uniquement pour former les profils tels qu'ils sont demandés par le monde des entreprises, mais également dans le cadre de l'économie du savoir, parce que le Maroc a voulu être également une plateforme capable de proposer des compétences. Et on a su depuis quelques années que le Maroc, grâce à sa formation, a formé des compétences. Mais malheureusement, pour une raison ou une autre, une bonne partie a quitté le territoire national pour aller chercher leur printemps ailleurs. Mais il ne demeure pas moins qu'actuellement, au niveau du monde de l'entreprise, le profil recherché est un profil de plus en plus pointu. Donc, par voie de conséquence, la première nécessité ou la première obligation, c'est de revoir ce capital humain. Quelle formation va-t-on lui donner pour lui permettre de s'insérer dans le monde du travail, mais également participer à la vie sociale, pas uniquement la vie économique, mais également à la vie sociale du pays, avec tout un système de valeurs. Donc, par voie de conséquence, ce capital humain est devenu un facteur incontournable. Il n'y a pas que le facteur physique, bien le facteur financier. On peut avoir toutes les infrastructures du monde, mais si on n'a pas les compétences, on risque de ne pas réussir les financements qu'on avait bien sûr engagés. Donc, par voie de conséquence, le capital humain est une condition sine qua non. Et là, c'est la balle est dans le camp à la fois des écoles et des universités, mais également de la formation professionnelle. Mais justement, lors de son discours à la Nation à l'occasion du 65e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, c'était le 20 août 2018, le souverain a insisté sur la nécessité de revoir en profondeur justement les spécialités de la formation professionnelle. D'où cette feuille de route, qui a été élaborée par la tutelle. Comment justement cette feuille de route, selon vous, vous êtes un universitaire, un académicien, un professeur Rach, comment cette feuille de route pour la formation professionnelle peut répondre à ce manque-là que nous avons par rapport à l'adéquation avec le marché du travail en l'occurrence? Oui, vous avez de plus en plus des entreprises étrangères qui s'installent et qui demandent des profils bien précis. Je garde en mémoire quelques exemples que j'ai vécus en tant qu'ancien président d'université. Il y avait 2 sociétés japonaises qui voulaient s'installer dans la région de Barchid et j'étais contacté pour leur fournir une quantité, j'allais dire comme marchandise, mais une quantité ou un nombre assez impressionnant. Mais ils demandaient Bac plus 2 dans le cadre de la technique. Mais on n'avait pas au niveau de notre université les 2000. On a été obligé de négocier avec l'ANAPEC pour offrir une formation de 3 mois afin de répondre à la demande de ces entreprises japonaises. La même chose, ça a été un petit peu le cas de la société Renault pour leur faire de la publicité pour Tanger. Lorsqu'ils sont venus, on ne formait pas pour l'automobile. Mais maintenant, si, avec cette nouvelle feuille de route de la formation professionnelle. L'université, la formation professionnelle, pour moi, doivent se remettre en cause, proposer maintenant une panoplie de formations qui répondent en premier lieu à des besoins qui sont exprimés. Et qui sont exprimés à la fois par l'État, mais également par le monde du travail. Donc, le système de formation qui a fonctionné jusqu'à une date récente, c'est comme le nouveau modèle, comme l'ancien modèle de développement, a atteint ses limites. Donc, actuellement, la formation professionnelle est dans l'obligation de revoir son système de formation pour répondre dans l'immédiat à ces besoins qui sont exprimés. Très bien. Peut-être quelque chose à ajouter là-dessus, Abdelmalek Alaoui, par rapport à vu que ça a été soulevé par professeur Raj, par rapport à la formation professionnelle et aussi par rapport à cette ambition affichée par le Maroc depuis quelques années maintenant.
Moi, je ne voudrais pas céder à la tentation de m'exprimer sur des sujets que je ne maîtrise pas totalement, notamment sur les questions d'éducation. Je pense que les arêtes qui ressortent sur le taux d'employabilité, notamment des jeunes, avec le marché du travail, sont simplement consubstantielles d'une difficulté d'orientation de notre système de formation qui a fait le choix de la massification et qui a fait le choix d'une massification qui est devenue hors de contrôle. Et moi, en tant qu'économiste, je regarde le bas de bilan. Le bas de bilan est négatif sur la réforme de notre système d'enseignement. Et on n'a pas su prendre des virages qu'il fallait au moment où il fallait les prendre afin de pouvoir créer cette adéquation entre l'entreprise et le système de formation dans son ensemble. Quant à la feuille de route, vous savez, il faut une génération pour amender un système éducatif. Malheureusement, il n'y a pas de baguette magique ni de recette qui permettent de changer un système éducatif dans son ensemble. J'ai l'impression que jusqu'à présent, on a travaillé comme un peintre impressionniste par touche. Chaque ministre qui est arrivé avec un lapin sorti du chapeau, sa réforme, le plan d'urgence, un certain nombre de mesures qui étaient des mesures curatives, mais qui étaient des pansements sur des jambes de bois. Je pense que désormais, avec en plus l'effet chambre noire de la pandémie, la prise de conscience est absolument partagée et commune qu'il faut un sentiment d'urgence pour réformer le secteur. Kalima Mkika, vous aviez... Moi, je voulais rebondir par rapport à ce qu'a dit Abdelmalek. Aujourd'hui, le problème de l'éducation, c'est surtout cette inadéquation entre la formation et le marché de l'emploi. Jusqu'à aujourd'hui, notre problème l'éducation est surtout pour avoir un diplôme. Mais l'enfant n'est pas pris en charge dès le départ pour travailler un peu. Il a envie de devenir quoi par la suite. Aujourd'hui, la responsabilité, elle est collective. C'est-à-dire, la famille est responsable, l'État, normalement l'État, c'est de son ressort. Et c'est le responsable de cette qualité d'enseignement. Malheureusement, le territoire aussi devrait jouer un rôle, parce qu'il n'y a pas que l'éducation maths, physique, mais il y a aussi tout ce qui est à côté, le culturel, les loisirs. Il y a tout ça pour faire un citoyen qui aujourd'hui peut aller au marché de l'emploi. Pourquoi nos étudiants marocains, quand ils vont à l'étranger, ils sont brillants. Ils sont vraiment, il faut se poser la question. Ils ont Donc, c'est-à-dire que la faille n'est pas dans le programme d'enseignement, mais pour après. C'est pour cela que les étudiants, vous dites qu'ils sont brillants. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai dit que quand ils partent à l'étranger, je donnerai l'exemple, vous avez parlé d'université. L'université est attractive. Ah. Donc, sincèrement, ils ont une vraie panoplie de services. Dès le départ, dès qu'un étudiant arrive, il est pris en charge pratiquement totalement. Aujourd'hui, on a de la chance qu'il y a des choses, je ne vais pas être nihiliste non plus, des choses qui sont en train de se faire. Quand je vois toutes ces belles universités, Ben Grir, ce qui est en train de se passer à Rabat, un peu partout, il faut aujourd'hui que le Marocain lambda puisse aussi avoir l'accès à ces universités. Mais deuxième chose, il ne faut pas qu'on s'attende que tous les Marocains vont devenir des ingénieurs, des médecins, des universités. Il faut, et c'est là, moi je dirais un peu que le modèle suisse, il faut, même si on est, c'est pas la même comment dirais-je, culture, c'est pas la même, c'est-à-dire former dès le départ aux métiers d'avenir. Et aujourd'hui, les métiers d'avenir, ils ont changé. On a des métiers où on a l'accessibilité rapidement à l'emploi. C'est surtout ce que je voulais dire. Très bien. Bon, alors, tous ces constats-là, on les a retrouvés dans le rapport de la commission spéciale sur le modèle de développement, et notamment par rapport à cette question de la formation professionnelle, de l'enseignement, et j'en passe. Alors parlons-en justement de ce nouveau modèle de développement, de ce nouveau chemin de développement. Abdelmalek Alaoui, le Maroc a-t-il trouvé les ressources nécessaires pour réinventer son modèle de développement ? Il dispose en tout cas d'une feuille de route. Maintenant, je pense que il faut bien comprendre que le fait que le chef de l'État ait eu besoin de nommer une commission ad hoc pour pouvoir préciser, réimaginer le modèle de développement marocain, il traduit aussi un constat qui devrait nous inquiéter de manière plus importante,
qui est la faillite du monde politique d'être en capacité de pouvoir articuler des idées. C'est qu'aujourd'hui, on est à 30 jours des élections. Personne autour de cette table n'est en capacité de pouvoir nous dire quel est le corpus qui constitue 5 propositions intéressantes émanant des différents partis politiques que nous avons au Maroc. Il y a sur le domaine de l'éducation autant d'air chaud qu'il y a dans les montgolfières, dans les programmes des différents partis en ce moment. Et c'est ça qui est vraiment... Et je dois dire une chose, et je m'inclurai volontiers là-dedans, ça traduit aussi la faillite de ceux qui ont le plus de chance, ceux qui ont accès à l'éducation, et je m'inclus dedans, c'est-à-dire ça traduit la faillite aussi des élites, parce que nous ne nous consacrons pas à la chose politique, parce que ce domaine-là a été abandonné. Il a été abandonné par nous. Il a été abandonné par les élites francophones qui sont situées entre Kenitra et El Jadida, qui sont 500 000 personnes au Maroc, qui représentent le gros de la technostructure administrative, économique, et nous avons failli à remplir notre mission, à la fois en termes d'équité fiscale, en termes de redistribution, en termes de mettre de l'investissement au Maroc et pas uniquement de l'investissement. Donc en fait, quand je vous dis, je me permets de vous interrompre, Abdelmalek Alaoui, quand je dis qu'on n'a pas les ressources, c'est parmi ces ressources-là. Est-ce que le Maroc a les ressources nécessaires pour réinventer son modèle de développement? S'il n'y a pas l'implication de ces ressources-là que vous appelez élites, eh bien, on aura du mal à atteindre ces objectifs à l'horizon 2035. Moi, je regarde dans l'espèce de zoom et de polaroid que j'ai essayé de faire sur l'action du Maroc pendant ces 500 jours qui ont été décisifs. Je remarque une chose, c'est que beaucoup des constats, des éléments qu'il faut corriger dans notre modèle de développement sont présents dans les discours royaux depuis quasiment 1999. Parfaitement. Mais il y a, au niveau de la société civile, de la société économique, il y a un déficit d'engagement. Il y a un déficit d'engagement au niveau de l'exécution. Parce qu'on ne peut pas demander au chef de l'État, et surtout depuis la réforme constitutionnelle de 2011, de tirer un pénalty et d'être gardien de but en même temps. Il faut une équipe pour exécuter. Or, notre système fait que nous avons toujours besoin de grandes coalitions qui sont souvent hétéroclites, donc c'est compliqué d'avoir d'homogénéité dans l'architecture gouvernementale. Et dans les prises de décision aussi. Et en même temps, il faut le dire, les gens qui aujourd'hui ont les compétences, ont la capacité à pouvoir gérer la chose publique, préfèrent aller dans le secteur privé parce que la chose publique n'attire plus personne. Elle n'attire plus personne à la fois au niveau des salaires, au niveau du niveau de responsabilité et de danger qui peut être demandé. Et donc nous sommes dans un cas très typique. Nous, on est Marocains, on a toujours l'impression d'être unique, mais dans un cas extrêmement typique de pays qui sont émergents, où il y a besoin de pouvoir se remettre dans la chose publique et pouvoir injecter du sang neuf. Sa Majesté a d'ailleurs fait un appel il y a 2 ans en demandant le renouvellement des responsables publics. Il en a lui-même renouvelé un certain nombre qui sont dans son précaré, mais le gouvernement est encore très en retard sur le renouvellement de génération, de féminisation et de pouvoir injecter du sang neuf. Et donc, quand vous me dites, moi je vous dis, on a le cadre est clair, on a l'ambition, mais l'ambition de Sa Majesté d'avoir un pays plus solidaire, plus green, qui soit un hub et un élément de liaison entre la vieille Europe et le berceau de l'humanité qu'est l'Afrique sur des sujets importants que sont l'industrie, les énergies renouvelables et la logistique, c'est une ambition qui ne date pas d'aujourd'hui. Il faut maintenant pouvoir répondre aux défis de l'exécution et je pense qu'il y a besoin d'avoir du sang neuf dans la technostructure d'État, dans la technostructure administrative, afin de pouvoir le faire vivre. Et puis, il faut que nous tous, on aille rejoindre des partis politiques, qu'on s'engage. Il faut déjà qu'on vote. Oui. Parce que là, pour rejoindre des partis politiques, il est un peu trop tard. Et surtout, nous sommes dans une année assez décisive, année électorale. Alors, vous pensez que cela pourrait être handicapant, professeur Raj, je mets vraiment handicapant entre guillemets, sur nos ambitions et ce dont on dispose, notamment en termes de représentants du peuple? Ambition, pourquoi pas? Mais malheureusement, il y a un déphasage très net entre le chef de l'État, qui chaque fois formule des propositions, émet des recommandations, que nous retrouvons dans le cadre du texte du nouveau modèle de développement, oui. Mais le relais qui devait être fait et assuré par les différents gouvernements qui sont succédés.
N'oubliez pas que vous avez le gouvernement Abdelrahman Yousfi, et depuis l'arrivée de Sa Majesté, le gouvernement Abdelrahman Yousfi, le gouvernement Jto, le gouvernement Abbas El-Fassi, le gouvernement Ben Kiran et maintenant l'actuel gouvernement. Et lorsque vous vérifiez à travers la politique publique menée par les différents gouvernements, parfois, personnellement, je ne me retrouve pas au niveau des politiques publiques exécutées par ces différents gouvernements. Donc, il y a un problème quelque part. Comment assurer cette jonction entre un chef d'État qui se situe au niveau de l'avant-garde, et ce n'est pas à lui d'exécuter ces politiques. Parce qu'il y a un gouvernement qui, en principe, est susceptible et censé faire ce travail. Et ce qui explique cette distance actuellement manifestée par les Marocains jeunes, vieux, concernant le fait politique. Est-ce que vous pensez qu'avec la présentation de ce nouveau chemin de développement, ou modèle de développement, cela pourrait encourager les gens à aller voter? Pourquoi pas? Parce que la feuille de route est là, le chemin est tracé. Malheureusement, j'ai pris part à plusieurs réunions, plusieurs manifestations culturelles, scientifiques concernant le nouveau modèle de développement. Chaque fois, j'étais déçu. Il y avait plus de nihilisme et de négativisme autour des discussions que de choses positives. Donc, ils ne voyaient que la partie, si vous voulez, vide du verre. Le problème est là. Maintenant, comment, en 30 jours, arriver à convaincre cette jeunesse d'aller s'inscrire, les délais sont déjà consommés, absolument, puis se présenter le jour J pour voter pour X ou Y. Maintenant, du côté des partis politiques, lorsque je suis à travers les réseaux sociaux, les masses médias, l'intervention des différents acteurs, j'ai l'impression qu'on a toujours affaire aux mêmes acteurs, aux mêmes comportements et aux mêmes propositions qui n'ont rien à voir avec la réalité du pays. Alors qu'en principe, ces partis politiques auraient pu reprendre ce document, au moins pour l'aspect fait de route, pour proposer au futur gouvernement 2021-2026 les premières manifestations de la mise en place des bases du nouveau modèle de développement. Parce que le nouveau modèle de développement est programmé pour 15 ans. Très bien. Et le premier gouvernement a une tâche ardue. Malheureusement, je ne le constate pas sur le plan pratique et sur le plan réel. Donc il y a quelque chose à fouetter et à piquer. Très bien, et à analyser peut-être, et nous allons continuer l'analyse et cette discussion juste après cette courte pause. Merci de rester avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez, bienvenue à cette émission spéciale à l'occasion du 22e anniversaire de la fête du trône. Avant la pause, nous évoquions ce nouveau modèle de développement et notamment les freins qui peuvent se dresser face à l'atteinte des objectifs tracés pour 2037 par cette commission spéciale nommée par le souverain Karim Amkika. Nous parlons d'un nouveau chemin de développement, d'un nouveau modèle de développement où l'humain est au centre de toutes, est censé être au centre de toutes les politiques publiques. Encore faut-il qu'elles soient transverses. Effectivement, Khadija, le nouveau modèle de développement, il a parlé. Moi, ce que j'ai bien retenu, c'est cette société forte, l'État fort et la société forte. Donc, on ne peut pas avoir un État fort sans une société forte, sans l'humain fort. Et pour arriver à avoir un homme, et quand je dis homme, femme, il faut l'outiller et lui donner les moyens d'assurer sa citoyenneté. Et pour assurer la citoyenneté, il faut avoir l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès à l'emploi. Et aujourd'hui, il faut qu'on s'approprie. En fait, le diagnostic, on le connaît. Il a été très, très bien cité, que ce soit dans le rapport du modèle de développement, Conseil économique et Conseil social économique, avec tous nos avis et toutes les saisines que nous avons eues, les autosaisines. Aujourd'hui, on en fait quoi? Si on prenait que 30% des recommandations du Conseil économique, social et environnemental qu'on implémente en vraie stratégie, en vrai programme, avec une gestion axée sur les résultats, encore je le dis,
je crois qu'on va atteindre nos objectifs. Est-ce qu'il faut élargir justement le champ d'action de ces institutions telles que le Conseil économique, social et environnemental, et notamment à travers les régions, parce que la Commission a proposé de créer des conseils régionaux, des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. Est-ce que vous pensez que vous avez un rôle à jouer dans l'application de ce chemin de développement ? Vous savez, nous, notre rôle, il est consultatif. Et je voudrais d'abord insister, ici, je suis en tant qu'acteur, actrice associative. Voilà, oui. je ne représente pas le CESE ici, pardon. Mais je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, on a une chance qui est la régionalisation avancée. Il faut que le territoire joue son rôle. Il faut qu'on s'approprie toutes les décisions et l'approche participative. Il faut que ce soit avant, pendant et après. Qu'on ne vienne pas et qu'on impose un modèle de développement économique. Le cas de la région de Marrakech n'est pas Oujda, n'est pas Rabat. Chaque région a ses spécificités. Donc aujourd'hui, si on veut réussir ce modèle de développement, il faut qu'on pense marocain, qu'on ne pense pas je suis de gauche, je suis de droite, je suis d'un parti X ou un parti Y. Mais aujourd'hui, on en fait quoi? Et Abdelmalek tout à l'heure l'a dit, nous sommes à J-30 jours. J'aimerais bien savoir quels sont les programmes de ces partis politiques par rapport à ce modèle de développement. Quels sont les moyens? Et je dirais quels sont les moyens humains, les ressources dont on parlait tout à l'heure, et les moyens financiers. Parce que je vais vous dire une chose, on a beau construire des centres de formation, mais qui va former ces jeunes? Et là, je rejoins tout à l'heure quand il a parlé de fiscalité et de financement, quels sont les moyens qu'on va injecter? Il faut une solidarité entre les régions. Il faut diversifier un peu les financements aussi. Et là, on va en parler tout à l'heure au niveau de l'équité fiscale. Oui, parce que puisqu'on parle d'équité, donc là, on est encore dans l'équité sociale, n'est-ce pas? Et je fais réagir, professeur Raj, sur cette question de relance économique. Parce qu'on parle d'un nouveau modèle de développement qui intervient un peu avec une crise inédite, bien sûr une crise internationale, le Maroc n'y échappe pas naturellement. Et ce plan de relance avec la création d'un fonds d'investissement stratégique. Après, on parlera des autres moyens de financement. Qu'est-ce qui caractérise cette approche, selon vous, professeur Raj, par rapport à d'autres approches qui ont été entreprises dans d'autres pays pour relancer leur économie, pour relever les capacités de leur économie? Oui, c'est une approche qui a été dessinée par Sa Majesté. Dès que le premier cas s'est manifesté le mois de mars 2020, l'État marocain a réagi immédiatement en mettant en place une commission qui devrait et qui devait veiller sur l'état de la pandémie sur le plan économique, mais également sur le plan sanitaire, et faire des propositions. Et l'une des propositions sensationnelles, ça a été la création du fameux fonds coronavirus qui a pu collecter dans les 36 milliards. Donc, ce que l'État marocain a fait, personnellement, j'étais heureux de constater qu'on était en face d'un État protecteur. L'État est intervenu avec toute sa puissance pour protéger la santé des Marocains. L'État social, parce que l'État a décidé de prendre en charge à travers des transferts monétaires sous forme d'aide aux ménages qui étaient dans le besoin. Si je garde quelques chiffres en mémoire, vous avez rien que pour les ménages appartenant au secteur informel et qui avaient perdu toutes leurs sources de revenus, ça a été autour de 4,8 millions de ménages qui avaient reçu une aide comprise entre 800, 1000 et 1200 dirhams. Vous avez également des personnes qui travaillaient dans le secteur formel mais qui avaient un emploi, mais perdu entre-temps. Et à travers la CNSS, on avait fourni à chaque ménage l'équivalence de 2000 dirhams. 3, c'est l'état économique. Donc, ce n'est plus le néolibéralisme qui est dominé depuis la chute du mur de Berlin. C'est la remise en cause de ce néolibéralisme avec cette fois-ci l'intervention de l'État. Et si je prends l'État marocain, est intervenu pour sauver les entreprises marocaines à travers, bien sûr, des crédits alloués à travers les banques, mais avec la garantie de la Banque du Maroc. Donc on a commencé avec le plan
de relance Oxygène, puis après, qui a pris le chemin avec le fonds d'investissement Mohamed Sadis, d'investissement stratégique, avec une enveloppe colossale de 120 milliards de dirhams. Donc l'État marocain, déjà en pleine crise, a réagi pour venir en aide à la fois à la société, mais également à l'économie marocaine. Et Dieu merci, on est en train de récolter les fruits de cette intervention massive de l'État. Il y a une reprise économique et l'espoir de voir maintenant les choses, surtout avec cette campagne de vaccination que le Maroc est en train de réussir également, parce que c'est un facteur très favorable pour l'économie du pays. Donc, les éléments, les leçons qu'on a tirées de coronavirus et la résilience qu'on a pu réussir sont des éléments qui facteurs et qui militent en faveur de la réussite du nouveau modèle de développement, à la condition que tout le monde s'y mette et de mettre cette fois-ci sur le terrain les éléments qui sont maintenant des principes et des objectifs, et au futur gouvernement à qui incombe la tâche de les transformer en actions pour réussir le développement du pays et pour devenir cet acteur régional qui maintenant fait peur. Je suis d'Oujda, je suis de très près ce qui se passe au niveau des masses médias algériens. Je suis heureux de constater que le Maroc commence à faire peur, comme l'a dit tout à l'heure, à la fois sur le plan diplomatique, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan sportif. Et sur le plan de la souveraineté sanitaire, on s'apprête à fabriquer des vaccins au Maroc, à Abdelmalek Alaoui. Et c'est aussi par rapport à cette phrase qui m'a interpellée dans votre ouvrage, celle par rapport à comment envoyer le Maroc. Et vous avez mis... Enfin, en d'autres termes, le Maroc a prouvé qu'il n'était ni une nation de seconde division, ni un émergent africain. Or, aujourd'hui, clairement, cette ambition à court terme, on ne parle pas dans plusieurs années, on parle dans un futur proche, le Maroc qui fabrique des vaccins qui pourront être salvateurs pour d'autres pays, frères africains. C'est un pari. C'est un pari parce que, d'abord, l'industrie du vaccin n'est pas une industrie qui est extrêmement rentable. Donc, c'est un pari et c'est un choix régalien. Donc, au niveau de la rentabilité immédiate, mais le Maroc est le pays des temps longs. Vous savez, l'avantage et la supériorité qu'ont les systèmes monarchiques sur d'autres systèmes, c'est qu'il faut laisser la maison bien ordonnée et bien rangée. Et donc, on peut se projeter sur 20 ou 30 ans. Lorsqu'il y a eu le projet de Tangemed, un grand cabinet de conseil américain dont le nom commence par M et se termine par Y, McKinsey pour ne pas le citer, avait dit que le projet ne serait pas rentable avant 20 ans. Et la réponse du souverain aurait été il faut démarrer tout de suite. Parce qu'au Maroc, on n'est pas pris par les mandats de 5 ans, de 10 ans, on est en capacité de pouvoir se projeter. Donc je pense que ce projet des vaccins, c'est à la fois un pari et une ambition de montrer la force régalienne du Maroc, de pouvoir se projeter sur des temps longs, parce que ce n'est pas un projet qui va nous rapporter de l'argent l'an prochain. Mais c'est un projet qui va nous permettre de protéger les populations, de construire sur les partenariats sud-sud, là où beaucoup d'autres pays qui ont des intérêts en Afrique y vont de manière beaucoup plus mercantiliste, et donc de pouvoir en même temps créer ce que les économistes aiment appeler des externalités positives, à savoir avoir un certain nombre d'avantages sur beaucoup d'autres sujets et sur des sujets économiques et sociaux et diplomatiques. Mais évidemment, c'est un signal très fort qui est donné sur cette ambition. Mais vous savez, Sa Majesté, pendant la pandémie, ou même avant la pandémie, a souvent eu des positions contre-intuitives. Lorsque, en 2011, il y a cette fameuse inauguration de la plus grande centrale solaire au monde avec Hillary Clinton aux côtés du souverain à Ouarzazate, beaucoup de pays disaient mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui leur arrive aux Marocains de vouloir avoir cette ambition solaire, etc. C'est devenu une des plus grandes stations solaires au monde et une success story qui nous a positionnés dans les radars internationaux comme étant un pays qui est sérieux sur la question de la transition climatique. Cela dit, le souverain a appelé à accélérer la cadence pour atteindre les objectifs de mix énergétique. Moi, je trouve, ce qui est assez formidable avec le chef d'État, c'est qu'il partage ses frustrations. Absolument. C'est que quand il est frustré sur un certain nombre de C'était en sujets, octobre dernier. C'était en octobre dernier. Il l'a clairement exprimé. Parfois avec des mots tranchants,
Donc tout le monde est mis face à sa responsabilité. Et encore une fois, je pense que c'est vraiment cette question du défi de l'exécution. Et si on doit faire le parallèle sur le défi le plus important peut-être de ce modèle de développement, c'est que le Maroc a réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il a réussi à être un pays d'ingénieurs. Et le Maroc s'est vachement construit sur des infrastructures physiques, barrages, routes, autoroutes, rails, des bâtiments. Et nous, Marocains, ça nous parle d'avoir des bâtiments parce qu'on a besoin d'inauguration, parce qu'on a besoin de voir, parce qu'il faut qu'il y ait des gens à l'intérieur de ces bâtiments. Il faut qu'on passe du Maroc des ingénieurs, de celui qui a été construit du début des années 60 jusqu'à la fin des années 90, au Maroc des codeurs. Il faut qu'on puisse rentrer de plein pied dans la 4e révolution industrielle et qu'on puisse aujourd'hui produire des codeurs, des gens qui ne sont pas forcément des ingénieurs et qui ont peut-être des compétences moins importantes mais beaucoup plus ciblées. Et donc cette transition-là, elle nous oblige à construire un Maroc immatériel et pas uniquement un Maroc des infrastructures. Nous devons investir en nous-mêmes et je pense que c'est vraiment le message qui est délivré par le chef de l'État lorsqu'il creuse le sillon depuis des années de dire il faut que nous investissions dans les biens immatériels. D'ailleurs, le CESE y a consacré un excellent rapport il y a quelques années qui n'a jamais été autant d'actualité. Oublions un peu les bâtiments. Construisons nos connexions neuronales. C'est ce qui nous permettra d'entrer de plein pied dans le 21e siècle. Comment capitaliser justement sur le matériel pour pousser l'immatériel et l'humain et valoriser ce capital humain, Karima Mkika? D'abord, comme a dit Abdelmalek, il faut qu'on se projette et qu'on se projette sur les 10 ans à venir. Aujourd'hui, on a construit beaucoup de choses. On a équipé beaucoup de choses, on a écrit beaucoup de choses, on a un diagnostic qui est déjà complet. Et maintenant, il faut mettre les moyens. Et sans les 2 F, la fiscalité et le financement, on ne peut pas arriver. D'ailleurs, il faut aussi penser à le partage, qui est une solidarité. Il faut aussi que tout le monde, moi je dirais, comme dit toujours Sa Majesté, qui est quand même le père de cette nation, il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Le Maroc, c'est un beau pays, mais si on s'y met tous à le construire et à l'aimer comme tous les Marocains, aujourd'hui, on peut faire de très belles choses. Alors, on peut faire. Vous avez encore une fois cité la fiscalité et c'est vraiment d'actualité. D'ailleurs, c'est on peut le dire, professeur Raj, une révolution, cette nouvelle loi fiscale qui a été présentée d'ailleurs au souverain le 28 juin dernier. Donc 2 projets de loi cadres d'une importance majeure, dont celui sur les entreprises publiques et sur la nouvelle loi de fiscalité, la nouvelle loi fiscale, pardon. On l'attend cette nouvelle loi fiscale. Il y a eu les assises de la fiscalité en 2019. Beaucoup de propositions ont émané de ces assises-là. On a attendu la loi de finances. Or, bien sûr, on le sait, la Covid-19 est passée par là aussi, donc on a dû revoir un peu ces copies. Cette nouvelle loi fiscale, elle va permettre de financer ces ambitions du Maroc, notamment en termes de généralisation de la protection sociale, en termes de ces projets phares de ce chemin de développement, du nouveau modèle de développement. Mais avant tout, est-ce qu'elle va instaurer cette équité fiscale, cette équité? Oui, la première information, ce ne sont plus des projets. Les 2 projets ont été votés oui, à l'unanimité par le Parlement. Concernant la réforme fiscale, elle est attendue depuis l'arrivée du roi, depuis 1999. Les premières assises fiscales Srelat, à l'époque, avaient fait le constat que la réforme mise en place les années 80 est dépassée. Et les premières recommandations, c'est 1999, reprise 2013 et enfin 2019. Donc, si je prends le texte maintenant tel qu'il a été voté, donc il a fixé un ensemble d'objectifs qu'on avait discuté lors des assises fiscales Srelat, mais également il a précisé des principes. Et parmi les principes, c'est le principe de l'équité fiscale. Parce qu'on s'est retrouvé avec le temps qu'on avait un système inique et injuste, et de l'aveu même des premiers responsables, à savoir les responsables de l'administration fiscale. Donc, pour une série de raisons, donc je ne vais pas m'étaler, mais il ne demeure pas moins que dans le cadre du nouveau modèle de développement et dans le cadre de la loi cadre votée par le Parlement, il y a un paragraphe
réservé à l'équité fiscale pour pouvoir reprendre la confiance des citoyens. Parce qu'actuellement, avec un système injuste et inique, les Marocains ont perdu tout sens du civisme fiscal. Les Marocains se plaignent sur la place publique. Les Marocains se vantent publiquement de la fraude. C'est une nouveauté. Donc, pour reprendre cette question de confiance, au niveau du système des valeurs, il faut que l'État prenne en charge directement cette question d'équité avec 2 principes simples, ou bien 3 principes simples que je peux édicter qui remontent à la Révolution française de 1789. Le premier principe, c'est l'universalité de l'impôt, c'est-à-dire tout simplement toute personne, physique ou morale, qui se retrouve dans la même situation doit payer le même impôt. Parce qu'avant la Révolution française, il y avait les nobles et le clergé qui ne payaient pas les impôts. Et les bourgeois de l'époque avaient décidé, à travers leur charte, d'instaurer ce principe de l'universalité. Mais l'universalité, elle s'applique dans tous les pays du monde. Et chez les classes supérieures, mais aussi chez les classes inférieures. Et donc, et c'est l'inclusion de l'informel. Donc on ne peut pas parler... Parce qu'on parle d'équité fiscale, il est juste... on parle d'équité, donc de justice aussi. Il est juste aussi de rappeler que c'est une... Vous le disiez, on se vante de ne pas payer ses impôts sur les places publiques. Oui, mais... Et cela s'applique sur tout le monde. Enfin, oui. On ne se limite pas à une certaine catégorie. C'est pour ça, dans le cadre de la loi 4, on propose à ce que l'assiette fiscale soit élargie à quelques pans de l'économie informelle. On les connaît. C'est une économie organisée, structurée, mais qui a décidé de ne pas adhérer à l'impôt et de ne pas adhérer à la sécurité sociale. Donc on les connaît. 2, vous avez, à travers des régimes dérogatoires qui ont été multipliés avec le temps, où vous avez des secteurs d'activité qui ne payent pas la même charge fiscale en toute légalité. Puis, à l'intérieur d'un même secteur, on retrouve un ensemble d'injustices. Donc, il est temps de corriger toutes ces inégalités en appliquant ce principe de l'universalité. Très bien. On peut parler d'autre chose. Deuxième principe, c'est la progressivité. Donc, on ne peut pas assurer une justice si l'impôt n'est pas progressif. Plus le revenu augmente, plus le taux augmente. Et bien sûr, à travers cette progressivité, on va réaliser une redistribution et un partage et arriver à une certaine solidarité. Et enfin, troisième élément au niveau des principes, c'est l'éthique. On ne peut pas fonctionner correctement dans une société s'il y a la fraude et s'il y a de l'évasion. On ne va pas mettre fin à la fraude, mais au moins on va réduire les méfaits de cette fraude et de cette évasion. Je peux vous donner des chiffres. Rien que l'économie informelle, ça nous coûte autour de 40 milliards de dirhams de manque à gagner sous forme d'impôts et 6 milliards pour la CNSS. Si je prends également les revenus, vous allez trouver essentiellement les hauts salaires qui payent l'essentiel de l'impôt. Et essentiellement, sont les salaires aussi, générés par le travail. C'est 1% ou 2% des entreprises qui payent 90%. Et même au niveau des entreprises, qui représentent 90% des recettes. Au niveau des entreprises, vous avez à peine 73 sociétés qui payent l'essentiel de l'IS. Vous allez retrouver des sociétés publiques, Banque El Maghreb, vous allez trouver quelques sociétés qui ont été privatisées, et vous allez trouver quelques sociétés moyennes. Sinon, l'essentiel des sociétés ne paye pas. Très bien. Ne paye pas. Est-ce que cette équité fiscale, Abdelmalek Alaoui, permettra au Maroc d'accéder au club des nations avancées, notamment en termes de protection sociale, avec cette généralisation? Vaste programme. Non, je ne pense pas. Je pense que pour véritablement entrer dans le débat fiscal a polarisé le Maroc pendant 30 ans. Alors qu'en réalité, les données de l'équation sont extrêmement simples. Il y a d'abord le théorème d'Archimède de l'administration marocaine qui veut que chaque dossier plongé dans l'administration marocaine subit une poussée du haut vers le bas égale aux habitudes dérangées. Ce qui veut dire que le ministère des Finances a été réfractaire pendant des années à la réforme fiscale parce qu'il avait peur qu'il y ait une réduction de sa collecte de l'impôt. Donc tous ces grands totems dont on parle dans toutes les assises, où il y a ces fameux conclaves d'experts, de gens qui sont entre eux en train de discuter de l'élargissement de l'assiette, de la progressivité, etc.
ils n'ont pas servi à grand-chose. Ils n'ont pas servi à grand-chose parce qu'il n'y a pas de volonté réformatrice au sein de cette citadelle qu'est le ministère des Finances de réformer l'impôt et de véritablement avoir une assiette beaucoup plus large. Et de maintenir les agrégats macroéconomiques. Oui, 20 entreprises qui payent 90% de l'IS au Maroc. Je pense qu'il faut le dire très simplement. Et les plus importantes d'entre elles sont le groupe OCP, Maroc Télécom, des entreprises publiques. Donc finalement, c'est l'État qui prend de l'argent dans des entreprises où il est actionnaire pour pouvoir financer. Donc c'est un système qui marche sur la tête et qui a besoin d'une modification profonde de la manière que nous avons d'appréhender l'impôt et du pacte citoyen vis-à-vis de l'impôt. Personne n'aime payer ses impôts. C'est ça. Il faut être très franc, personne n'aime payer ses impôts partout dans le monde. C'est une culture. Non, mais c'est une culture au Maroc, Abdelmalek Alaoui, un peu plus que d'ailleurs. On n'aime pas et on le fait quand même, et on n'aime pas et on le fait pas. Je suis d'accord avec vous, j'ai pas terminé en fait mon raisonnement, c'est que l'acceptation de l'impôt, elle repose sur le pacte tacite qu'on a avec l'État sur la fourniture d'infrastructures qu'il nous donne. Si l'État vous donne la sécurité, l'éducation, la santé, la justice et la liberté, vous allez être obédiant fiscal. S'il y a des paramètres qui manquent, à ce moment-là, vous avez la désobéissance fiscale. Sur le domaine de la justice, par exemple, pourquoi est-ce que beaucoup d'entreprises et beaucoup de personnes physiques également font de la désobéissance fiscale? C'est parce qu'elles se créent un matelas pour se dire qu'elles peuvent être face à l'arbitraire en matière de justice. Donc il ne faut pas croire que les gens sont automatiquement désobéissants fiscal parce que ce sont des gens qui sont mauvais. C'est aussi des gens qui sont dans un paramètre global qui fait qu'ils ne peuvent pas faire autrement et qu'ils essayent d'échapper à l'impôt. Moi, je trouve que, évidemment, le fait qu'on inscrive dans le texte fondamental, que ça devienne pluriannuel et qu'il y ait l'équité fiscale, la progressivité, effectivement, vous avez raison, qui est totalement injuste, mais qui est également un mode de ponction sur la transmission. Parce que sur la transmission, je suis certain aujourd'hui le débat est suffisamment mûr sur le plan théologique pour qu'on puisse avoir une ponction sur la transmission, parce qu'il est injuste qu'à la naissance, monsieur ou madame Y à Casablanca ou à Rabat ait un capital qui soit énorme, là où monsieur ou madame qui est dans la montagne ne puisse pas avoir accès à ce capital, parce que ça change l'égalité de chance et ça change l'égalité de pouvoir appréhender son rapport à la nation. Est-ce que cela permettra de financer ce projet de généralisation de la protection sociale? Karim Mkika, je vous laisse finir peut-être. Juste pour terminer, il y a quand même un point de frustration. Le monde est en train de discuter de la taxation des géants du numérique. Et au Maroc, on n'est pas encore arrivé à ce débat. On est encore en train de se battre sur l'élargissement de l'assiette fiscale. Mais bon... Mais en tout cas, il a été soulevé, en tout cas, il est timide, puisque aujourd'hui, il y a une estimation qui a été faite rien que dans le secteur des médias autour de 600 millions de dirhams qui sont payés par les entreprises aujourd'hui et pour lesquels les GAFA échappent totalement à l'impôt. Mais là, il faut consensus international pour qu'on puisse y arriver, pour qu'il y ait une force de frappe qui puisse pousser justement ces GAFA à s'acquitter de leur Certains pays ont mis en place des mécanismes. La France a poussé les GAFA à la table de négociation en les taxant d'office et en les redressant. Il ne faut pas qu'on ait peur. Très bien. Il ne faut pas qu'on ait peur de ça, il faut qu'on puisse attaquer les grands sujets aussi. Karim Mkika, protection sociale, généralisation de la protection sociale. La généralisation de la protection sociale ne peut se faire que si on trouve les moyens de la financer. Oui. Et sachant qu'aujourd'hui, la protection sociale est fragmentée, déséquilibrée, peu solidaire et cloisonnée. Donc aujourd'hui, il faut Sa Majesté a été vraiment clairvoyant et il a lancé la protection sociale pour tous. Aujourd'hui, il faut que le secteur privé mette aussi la main à la pâte pour aider à financer aussi cette protection sociale. Parce qu'on ne peut pas avoir que des gens qui travaillent au niveau de l'État, le secteur privé qui ne sont pas nombreux, qui ont une vraie protection sociale. Parce que les ramédistes, ils ont l'accès aux soins, mais ils n'ont pas la pension retraite. Aujourd'hui, il faut que cette protection sociale soit généralisée, mais aussi elle couvre tous les secteurs. Et on ne peut le faire qu'à travers aussi un impôt, peut-être le territoire, même un impôt local. Parce que
Là où il y a le vrai problème, c'est au niveau du financement. Il faut un vrai plan Marshall. Aujourd'hui, comme j'ai toujours dit, un plan Marshall pour que réussir cette protection sociale pour tous. On ne peut pas être en 2021 et on a un pan de la société qui n'a pas une vraie couverture sociale. Voilà. Merci beaucoup, merci. Comme complément, la loi de finances qui a Un été dernier votée, mot, professeur Rajoui. donc on prévoit l'intervention de l'impôt pour financer une partie de la couverture sociale. Absolument. Sauf que le débat va porter est-ce qu'on va garder la contribution sociale de solidarité ou bien comme la CGE1 propose une autre façon, c'est-à-dire d'ajouter 2 points au taux de la TVA. Donc chaque fois qu'on va consommer un service ou bien une marchandise soumise à 20%, donc on va payer en plus 2 points. Mais qui est un impôt injuste. Mais les choses ne sont pas tranchées. Mais l'essentiel, c'est dans le cadre de la loi cadre, il y a ces dispositions. L'avenir nous le dira et tous les regards sont tournés vers l'avenir parce que beaucoup de chantiers ont été lancés et notamment ces derniers mois. Et c'est des chantiers vraiment décisifs pour l'ensemble de la population, les entreprises marocaines. Karim Mkika, professeur Mohamed Raj, Abdelmalek Alaoui, je vous réitère mes remerciements d'avoir accepté l'invitation de participer à cette émission spéciale. Merci beaucoup. Merci. Voilà donc, c'est la fin de cette émission spéciale. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.